Mets-le pour voir, il doit marcher. Ouais, mais je sais pas comment ça se... Je veux bien le mettre, mais... Il y a un mec qui est là. Oui. Bah, tiens, mets-le moi parce que je ne me vois pas. Je crois que ça va marcher. Oui. Est-ce que ça marche? Bonsoir. Installez-vous peut-être, là on va pas tarder à démarrer. Oui, ça marche. Ça marche? Il y a le président de l'université qui est venu, c'est sympa. Donc installez-vous, on va, pour tenir à peu près nos horaires, on va commencer cette conférence. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Donc, nous allons essayer de démarrer. Tout d'abord, je voudrais remercier Philippe Davzy d'avoir accepté de venir de Lyon pour animer cette 11e conférence du LES, c'est la 11e, qui est intitulée « Le corps cible des risques psychosociaux au travail ». Philippe est enseignant-chercheur en médecine et santé au travail à l'université Claude Bernard de Lyon, et c'est il y a beaucoup de médecins du travail dans la salle qui le savent bien, l'une des grandes figures de la santé au travail en France. Et je voudrais insister, c'est l'un des rares théoriciens. Et c'est important d'avoir des réflexions théoriques sur la santé au travail. Et il est à l'origine d'une réflexion très profonde sur l'activité clinique de la médecine du travail. Et il est à l'origine d'une discipline, je ne sais pas si on peut appeler ça une discipline, ou d'une réflexion intitulée la clinique médicale du travail, à laquelle adhèrent un certain nombre de participants dans cette salle. Si ça ne vous dit rien, je vous conseille d'aller voir un site qui doit s'appeler philippedavzy.free.fr ou quelque chose comme ça, où il y a beaucoup de textes. Tu diras. Vous trouverez la référence. Et je vous incite à lire ces textes. Hein, c'est vraiment... On appelle maintenant les risques psychosociaux. Je ne sais pas si ce terme-là te plaît bien, mais c'est un terme classique maintenant d'IRPS. Et il aurait pu aborder cette question de différentes façons autour des modifications de l'organisation du travail et de l'impact que ça a sur la question. Ce soir, il va nous parler de leur impact sur le corps. Nous, ça nous intéressait particulièrement en tant que laboratoire qui s'intéresse au TMS, et la question des risques psychosociaux et des TMS dans un sens comme dans l'autre, l'interrelation de ces phénomènes est quelque chose d'actualité, de central et extrêmement important d'un point de vue théorique, et d'essayer d'y comprendre un petit peu les mécanismes de toutes ces relations, des aspects scientifiques qui se pose en santé au travail comme dans d'autres disciplines. C'est un enjeu fort et que je crois il va illustrer parfaitement. Donc merci à tous d'être venus aussi nombreux, d'aussi loin. Et, merci aux fidèles. Merci à Natacha Fouquet et à Virginie Bélanger qui font que ces conférences peuvent avoir lieu. Et merci à René Brunet qui gère ces conférences et qui animera le débat après. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est peut-être pas celui-là. Ouais. Ouais, c'est là. Voilà, Philippe, à toi. Oui. Bien. On m'entend? Non. Si? Bon, je vais parler fort. Bon, évidemment, merci pour cette présentation. Je suis un peu confus. Bon, tu l'as mentionné, j'évoque risques psychosociaux. Ce n'est pas nécessairement une formule qui nous plaît particulièrement. Mais enfin, sinon, il faut utiliser des circonlocutions et je m'en suis tenu là. Je vais essayer de parler, alors
pas sur les choses sur lesquelles je suis sollicité habituellement, qui concernent les interventions en entreprise, mais plutôt le volet clinique médicale et en particulier les problèmes qu'on va rencontrer dans les consultations. Et je vais partir d'un cas clinique en consultation de pathologie professionnelle. J'ai pris un cas, c'est un cas tout ce qu'il y a de plus réel, très récent. J'ai pris un cas facile. Après, sur les choses que je vais vous présenter, il y a des cas qui sont plus compliqués et qui pourraient être très intéressants à discuter. Enfin, ça va quand même nous permettre d'entrer. Donc, il s'agit d'une dame que je vois en consultation, on va dire qu'elle est dans un grand établissement commercial. Elle est conseillère. C'est une dame qui est mariée, qui a 2 enfants. Elle bénéficie d'un bon soutien familial. Elle n'a pas, avant les problèmes qui l'amènent en consultation, elle n'a eu ni problème ostéo-articulaire, ni des antécédents d'anxiété particulière. Elle vient d'un milieu plutôt modeste. Elle a passé un bac secrétariat, elle a commencé à travailler à 19 ans. Et elle a été recrutée à 22 ans dans cette grande entreprise commerciale où elle a fait un parcours. Ça s'est bien passé, elle est plutôt bien vue par ses chefs. C'est une employée sérieuse sur laquelle les chefs ont tendance à s'appuyer. C'est la raison pour laquelle, à 43 ans, on la mute sur un poste qui est un nouveau poste qui est introduit dans l'entreprise. Elle n'a pas demandé, au contraire, elle a demandé à être mutée sur une autre fonction qui n'a rien à voir avec ça, mais ce poste, c'est dans l'agence où elle est, c'est une expérience pilote pour l'ensemble de l'entreprise. On essaye la mise en place de postes d'accueil. Avant, il n'y en avait pas dans l'entreprise. Et donc, c'est très important pour le directeur du centre local et il choisit en gros, ces salariés là, sur lesquels il sait qu'il peut s'appuyer pour les mettre sur cette expérience qui, pour lui, est un enjeu important. Elle y va, bon petit soldat, c'est pas là qu'elle voulait aller, mais quand même, elle considère qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, et la voilà qui est partie. Et immédiatement, il va se poser de gros problèmes d'aménagement dimensionnel, parce qu'on a mis une espèce de banc, comme ça, elle est sur un siège type tabouret de bar, et puis elle a les tiroirs qui sont sur le front, là, comme ça. Donc, vous voyez, des complications pour utiliser les tiroirs, parce qu'elle est sur un siège avec des roues autobloquantes. Enfin, quand elle veut reculer pour tirer les choses dans le tiroir, elle explique toute cette gestuelle, elle est obligée de s'appuyer puis de faire sauter le siège. L'imprimante est au niveau du sol et en gros, il y a une gestuelle tout à fait abracadabrante. C'est un poste, on a mis un truc comme ça au milieu et puis voilà, ça fait un poste d'accueil. Et puis, donc, des contraintes gestuelles et posturales tout à fait importantes. Et puis, pendant au moins toute la première année, elle est exposée au froid parce qu'il y a une porte coulissante avec ce système qui capte chaque fois que quelqu'un passe sur le trottoir devant, la porte s'ouvre et elle est exposée au froid. Ça va être très fortement mis en avant, là, tout cet aspect de contraintes ostéo-articulaires, mais dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'autres problèmes. Elle est d'abord très, très désorientée parce qu'antérieurement, elle avait une fonction qui était une fonction de guichetière, hein. Donc, elle manipulait des fonds, et donc, à travers protégée, pour la rejoindre, il fallait une porte. Alors que là, maintenant, elle a une banque au milieu et elle n'arrive pas à préserver son espace de travail. C'est-à-dire que non seulement les clients peuvent se pencher pour voir sur son ordinateur, mais il y en a qui font le tour et qui prétendent, par exemple, quand ils cherchent un document qui les concerne, venir l'aider à fouiller dans ses tiroirs, etc. Et elle est assez perturbée par cette transformation. Elle a demandé que ça soit recloisonné, la direction ne veut pas, il s'agit justement d'être exposé aux clients.
Et puis, ça change beaucoup sa relation au client, parce qu'avant, dans son activité où elle manipulait des fonds, elle avait une fonction qui était bien délimitée, et y compris où elle était respectée, où y compris elle avait la possibilité de rendre des services aux clients, elle avait une marge de liberté, alors que là, le principe, c'est ce que dit le directeur, elle est la vitrine de l'entreprise. Et alors malheureusement, les clients qui arrivent dans l'entreprise n'ont pas nécessairement que des choses agréables à traiter. Dans un certain nombre de cas, bon, je n'explique pas quel type d'organisation il s'agit, mais en gros, les clients ont eu un certain nombre de raisons d'être mécontents de l'entreprise, et au bout du compte, quand ils arrivent, eh bien, la personne qu'ils ont en face, c'est la vitrine de l'entreprise, c'est elle, et elle prend directement le mécontentement des clients. Alors, il y a un phénomène organisationnel aussi qui rend les choses compliquées, c'est qu'elle est au rez-de-chaussée à cet accueil, et tous les gens qui sont en responsabilité, plus la direction, ils sont à l'étage. Donc, elle prend les agressions. En gros, considère qu'il y a à peu près une fois par semaine une agression où elle est en pleurs, etc. Les autres vont être obligés de la récupérer, etc. Elle, bon petit soldat, elle fait face, le directeur est très content, mais elle commence à souffrir de lombalgie, elle dort mal, et puis il s'installe une grande fatigue. Et puis au bout de 2 ans de ce régime, elle subit une agression particulièrement violente. Là, le directeur a changé, c'est une directrice. Maintenant, là, la directrice est descendue, quand elle a vu qu'il y avait un problème, elle est descendue, a emmené dans son bureau la personne qui était mécontente, etc. Enfin, et puis, quand cette personne redescend, passe devant l'accueil, elle lui dit « si je te revois dans la rue », et elle lui fait un signe de l'égorgement. Enfin, voilà. Donc, menace de mort tout à fait explicite. Un peu de temps, et puis elle consulte pour une angine. Le médecin généraliste qui la voit venir dit « mais attendez, angine, ça ne va pas du tout ». Et il diagnostique un épuisement professionnel, et puis une hypertension artérielle, on va faire les examens, et il va mettre en place, il l'arrête, et puis il met en place un traitement pour hypertension. Elle, toujours mobilisée sur le travail, se sent pas bien, type de personnalité qui ne se sent pas bien d'être en arrêt, elle espère reprendre très vite. En fait, elle ne va pas pouvoir reprendre, il s'installe une dépression qui va être traitée pendant 1 an, et puis une multitude de troubles musculo-squelettiques. Successivement, sur 5 ans, il se déclenche une tendinite des coudes, des cervicalgies, des lombalgies, donc on va lui faire de l'imagerie et puis on va trouver un certain nombre d'anomalies, un syndrome du canal carpien à droite et puis un début de syndrome du canal carpien à gauche. Avec un projet d'opération. Ce projet d'opération va être interrompu parce qu'elle va déclencher une sciatique à bascule, une tendinopathie de l'épaule droite, alors à chaque fois avec de l'imagerie qui montre des lésions, et puis des douleurs des pieds, des coxalgies, des douleurs à la palpation des insertions tendineuses qui font évoquer au rhumatologue une fibromyalgie, et dès la 2e année, elle a obtenu un statut de travailleur handicapé. Et donc, on se retrouve avec une situation pénible en termes professionnels, avec un élément chronologique majeur, cette mutation sur un poste d'accueil dont elle ne voulait pas, qui pose tout un tas de problèmes, et puis une cascade d'événements pathologiques. Et donc, on va interpréter ça assez facilement, c'est-à-dire qu'il y a une situation de stress chronique, et une situation de stress chronique, ça veut dire, c'est ça que je vais essayer de vous déployer, ça veut dire un état inflammatoire chronique. Et donc, des pathologies inflammatoires, et toutes les pathologies du stress, ce sont des pathologies inflammatoires. Et donc, on va voir problème cardiovasculaire, dépression, TMS. Alors, ce sur quoi je vais essayer d'insister, c'est sur ces liens entre souffrance, inflammation et pathologie. La réaction biologique au stress, quand on la décrit assez classiquement, on vous dit, voilà, c'est une réaction de l'organisme qui lui permet de mobiliser l'ensemble de ses ressources pour être capable de faire face, de combattre ou de fuir. Donc, CRH au niveau d'hypothalamus, et puis adrénaline et noradrénaline. Mais
ce n'est pas du tout la seule réaction, c'est-à-dire que le stress réagit aussi en anticipant, enfin, l'organisme réagit aussi en quelque sorte en anticipant la possibilité d'être blessé, et donc mobilise les médiateurs de l'inflammation, et puis anticipe aussi la possibilité d'être blessé et d'avoir une baisse, enfin une hémorragie, et mobilise aussi les systèmes qui servent à maintenir la pression sanguine, le système rénine, angiotensine et aldostérone. Et donc, je vais commencer par la mobilisation des médiateurs de l'inflammation. Alors, essayez de situer ça. Donc, le stress, libération de CRH et puis de noradrénaline, va entraîner la production de cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines, initialement, on appelait ça interleukines. C'est pour ça qu'elles ont un numéro, IL1, IL6, etc. Pour certaines d'entre elles. Interleukines, leukine, leucos, ça visait les globules blancs. Et en gros, initialement, c'était repéré comme des molécules de signalisation entre les globules blancs qui permettent de coordonner la réponse inflammatoire. Et puis, on est passé assez vite d'interleukine à cytokine parce que très vite, il est apparu que c'était des systèmes qui permettaient d'assurer la communication et de coordonner les réactions entre l'ensemble des cellules de l'organisme. Et donc, en particulier, entre le système nerveux central et le système immunitaire. Donc, en situation de stress, on a une libération de trois types de cytokines, le TNF-alpha, l'IL-1 et l'IL-6 principalement. Sous l'effet en particulier de l'IL-6, l'interleukine 6, on va avoir une sécrétion de ce qu'on appelle les cytokines de phase aiguë. C'est ces produits qu'on vous dose à l'hôpital pour mesurer l'inflammation, la CRP, la protéine réactive C, la protéine C réactive, et puis le fibrinogène qui est la molécule, au bout du compte, qui est responsable de la variation de la vitesse de sédimentation, qui est aussi le paramètre qui est utilisé pour, tout à fait classiquement, je dis ça pour ceux qui ne sont pas médecins, tout à fait classiquement pour évaluer l'inflammation. Et donc, en situation de stress, on va avoir ce qu'on appelle un état inflammatoire de bas grade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilisation cellulaire, mais les médiateurs biologiques de l'inflammation sont mobilisés. Ça va entraîner un certain nombre de réactions au niveau cellulaire. Alors, je vous ai fait une cellule, enfin, ça ne ressemble pas à ça, mais c'est un essai. Et on va avoir, sous l'effet du TNF-alpha, une action sur la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, c'est une structure extrêmement importante dans la cellule au sein de laquelle se déroule ce qu'on appelle la chaîne respiratoire qui va permettre de produire l'énergie pour fonctionner. En gros, c'est un processus d'oxydation. On a en bas des substrats qui arrivent, qui viennent du métabolisme du glucose et des acides gras. Et puis, ces substrats vont être oxydés. Oxydation, ça veut dire qu'on leur retire des électrons. Ces électrons sont captés, vous voyez, c'est le trait en rouge, ils vont être transmis. Et entre un certain nombre de composants, alors je l'ai simplifié, entre un certain nombre de composants là, de cette chaîne respiratoire qui se transmettent les électrons, avec à chaque fois, il y a une perte d'énergie de l'électron qui sert à faire passer des ions H+, d'un côté de cette membrane qui est à l'intérieur de la mitochondrie vers l'autre côté. Donc, les électrons sont transmis et puis après, ils vont être captés par l'oxygène et ça va donner de l'eau. Et c'est, bon, les jeunes connaissent ça, on a mis tout ça, ça a servi à mettre des ions H+, donc des protons d'un côté, à établir ce qu'on appelle un gradient de protons, et c'est ce qui va permettre de réaliser la synthèse de l'ATP, voilà, enfin, comme si on avait un barrage et qu'on réutilisait son énergie. Voilà. Donc on a un processus d'oxydation, transfert d'électrons, qui va être capté par l'oxygène, et puis c'est ce qui va permettre de produire l'énergie. Ce qui nous intéresse, c'est cette histoire de transfert d'électrons. Parce que, bon, c'est un phénomène très important, la mitochondrie consomme 85 à 90% de l'oxygène, et le problème auquel on va être confronté, c'est que dans cette chaîne-là de transfert d'électrons, eh bien, il y a des fuites. C'est-à-dire qu'il y a des électrons qui vont s'échapper avant
le stade final où ils sont captés par l'hydrogène pour donner de l'eau. Environ 1 à 3% des électrons s'échappent, et à ce moment-là, ils vont être captés par de l'hydrogène en avant dans le processus, à un niveau d'énergie supérieur, et ça va donner ce qu'on appelle le radical superoxyde, le radical qui est marqué O2, là, moins, il faudrait mettre un point, qui est un radical d'oxygène qui a capté un électron, et qui donc a un électron célibataire sur une orbitale, et à ce moment-là, qui aspire considérablement à récupérer d'autres électrons pour compléter son équipement électronique. En gros, le fait d'avoir capté un électron lui donne un pouvoir oxydant beaucoup plus important. Il a besoin de compléter ces orbitales. Et donc, ça donne naissance à ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, ou en anglais les ROS. Donc, le système fondamental de production de l'énergie a des fuites, et ces fuites produisent ces espèces réactives de l'oxygène, l'anion superoxyde, qui va être transformé en peroxyde d'hydrogène, en gros l'eau oxygénée, sous l'effet de la superoxyde dismutase. Et puis ce peroxyde d'hydrogène, il peut être neutralisé par le glutathion, ou à défaut, il peut être transformé en radical hydroxyle, qui est un radical extrêmement agressif vis-à-vis duquel l'organisme n'a pas de protection. Voilà. Et ça, dès que ça atteint un niveau un tant soit peu important, ça réalise un stress oxydant. Et donc, on a une action des cytokines pro-inflammatoires sur la mitochondrie qui va se traduire par la production d'espèces réactives de l'oxygène et un stress oxydant. On a deuxième type d'action, au niveau de la membrane, la cellule possède un système enzymatique, la NADPH oxydase, on parle de NOx, une série de NOx. NOx, c'est ce qui a été repéré initialement sur les macrophages, des cellules qui permettent, enfin, des enzymes qui permettent de produire donc, des espèces réactives de l'oxygène qui sont sécrétées quand il y a une attaque bactérienne. En gros, les cellules immunitaires produisent ces produits extrêmement réactifs, en gros comme une espèce de gaz de combat, c'est-à-dire qui sert à lutter contre les bactéries. Donc, au début, on avait repéré ça sur les cellules qui servent à juguler l'infection. Il apparaît que ces systèmes-là, donc qui produisent des substances extrêmement agressives, susceptibles de léser non seulement les bactéries, mais les tissus autour, toutes les cellules sont capables d'en sécréter. Et donc, sous l'effet des cytokines pro-inflammatoires, on va avoir, là encore, une production d'espèces réactives de l'oxygène. Et puis, il y a un troisième, alors il y a beaucoup d'autres systèmes enzymatiques, mais dans ceux que je veux mettre en place, il y a un troisième système qui sont les cyclooxygénases qui vont servir à fabriquer les prostaglandines et en particulier un produit qui va nous importer parce qu'on va le retrouver, c'est ce qu'on appelle les métalloprotéinases de la matrice. Alors, métallo, ça veut dire que c'est des molécules qui ont un ion métallique comportent un ion métallique dans leur site actif. Protéinase, ça veut dire qu'ils détruisent les protéines de la matrice. La matrice, en l'occurrence, c'est la matrice extracellulaire, c'est-à-dire c'est ce qui fait tenir les tissus. En gros, c'est le collagène. Ça s'appelait collagénase avant. C'est le collagène. Le collagène, vous savez, ce qu'on met dans les crèmes parce que vous le valez bien, pour ne pas vieillir, quoi. Et donc, on a sécrétion de ces substances qui attaquent le collagène, et là aussi, on a une sécrétion d'espèces réactives de l'oxygène. Tout ça, là, la COX-2, la COX, c'est la cible des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Tout ça va entraîner l'activation d'un facteur de transcription nucléaire qui est le facteur NF-κB, qui va transmettre le message au noyau, et on va avoir une cellule qui va réagir en fabriquant
TNF-alpha, IL1, IL6, et tac, vous êtes parti. Vous avez un cycle de développement de l'inflammation et du stress oxydant. Voilà, alors c'est... en gros, oui. Il y a tous les acteurs importants de la pièce qui va se jouer, voilà, hein, les cytokines, TNF-alpha, IL1, IL6, le stress oxydant, et puis les métalloprotéinases de la matrice, et le fait que ça tourne comme ça. Et donc, les pathologies du stress, ce sont des pathologies qui vont mobiliser ces phénomènes. En temps normal, la mobilisation de l'inflammation, vous avez vu, hein, qui lance un processus qui est susceptible de s'auto-entretenir, est bloqué parce que ça va déclencher la mise en œuvre de processus anti-inflammatoires et qui vont bloquer. Voilà. Ce qui va se produire quand on est en situation de stress chronique, c'est qu'on a le risque que le blocage de ce processus auto-entretenu ne puisse pas se faire et qu'on ait une pérennisation. Oui, j'ai mis la phase pro-inflammatoire, c'est une phase de destruction, hein, et la phase anti-inflammatoire, c'est une phase de reconstruction. C'est ce qui fait d'ailleurs que les cytokines pro-inflammatoires qu'on évoque là ont une importance considérable dans tout ce qui est les tissus à renouvellement important. Hein. C'est ce qui assure l'homéostasie du tissu. Et donc, à partir du moment où on a ce déséquilibre du côté des processus inflammatoires, on se retrouve dans une situation où il est possible que des lésions qui ne se seraient pas manifestées, qui auraient été réparées très bien par l'organisme, puissent évoluer vers la pathologie et la chronicité. Et donc, premier élément, les troubles musculo-squelettiques sont évidemment des pathologies inflammatoires. Hein. Le tendon, ça n'est pas une structure amorphe, ce n'est pas une corde, un tendon, hein. C'est une structure vivante qui est animée en permanence par un processus de recomposition assuré par les cytokines pro-inflammatoires et les cytokines anti-inflammatoires qui permet d'adapter en permanence le tendon aux contraintes auxquelles il est exposé. Quand on tire sur le tendon, les cellules du tendon, les ténocytes, sécrètent des cytokines pro-inflammatoires qui dégradent certaines fibres de collagène qui ont pu être lésées et puis qui vont permettre la reconstruction. Et le tendon, comme ça, s'adapte en permanence dans un équilibre entre destruction et reconstruction de la matrice de collagène. Et ça, c'est contrôlé par les métalloprotéinases de la matrice. Hein. L'existence d'un stress psychosocial est susceptible de déséquilibrer ce processus, c'est une illustration de ce que je viens de dire auparavant, sur le versant de la dégradation. Et donc, on trouve c'est pas très travaillé ça, hein, dans la littérature, au moins sur le versant professionnel, mais on trouve quand même des illustrations. Je pense à cette étude qui montre, par exemple, que chez le personnel hospitalier, qui est soumis à des contraintes ostéo-articulaires qui ne sont pas du tout négligeables, eh bien, l'augmentation de l'anxiété et du stress se traduit par une augmentation repérée statistiquement de l'excrétion des produits de dégradation du collagène, la proline et l'hydroxyproline. Alors on pourrait discuter, on peut avoir d'autres explications, mais en tout cas c'est quand même extrêmement cohérent avec ce qu'on pourrait attendre de ce que je vous ai raconté. Deuxième, là, donc les TMS, ça c'est facile. Deuxième, alors il y a eu sur les TMS, il y a un petit problème parce que dans le début des années 2000, il y a eu pas mal de publications, en particulier venant de la médecine du sport, qui disaient les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques, hein, les tendinites et tout ça, c'est pas des pathologies inflammatoires. Ça, c'était sur la base des travaux en médecine du sport, où quand on regardait le matériel après intervention chirurgicale, les tendons, les chercheurs disaient on ne trouve pas de cellules inflammatoires, on voit un collagène complètement dégradé, etc., mais on ne voit pas de cellules inflammatoires, donc ce n'est pas des pathologies inflammatoires. Et dans la littérature internationale, il a été proposé de changer la dénomination. C'était tendinitis, c'est changé par ose, enfin tendinite par tendinose en gros, ou pathologie tendineuse, etc.
Et puis, sur la base de ce débat, il y a eu beaucoup de recherches et puis qui ont permis de trancher. C'est-à-dire, bien sûr, c'est une pathologie inflammatoire pendant tout un temps, et puis après, on a un tendon très dégradé, et au stade de l'intervention, l'histoire est passée, quoi. Enfin, on a un tendon dégradé. Mais au début, il n'y a pas de doute, c'est une pathologie inflammatoire dans laquelle la participation des cytokines est tout à fait importante. Alors la dépression, c'est aussi une pathologie inflammatoire. Je dis ça aussi parce que les gens souvent, naïvement, ont tendance à s'imaginer que c'est juste un problème d'humeur. La dépression, c'est une pathologie inflammatoire, hein. On le sait, plein d'éléments ont attiré l'attention là-dessus, hein. Le premier élément, c'est l'utilisation thérapeutique des cytokines, a permis de constater que quand on mettait des cytokines aux gens, eh bien, on déclenchait des manifestations dépressives. Mais dans les pathologies inflammatoires qui se traduisent aussi par des augmentations des cytokines pro-inflammatoires, celles que j'évoque là, il y en a bien d'autres, hein, eh bien, on retrouve des phénomènes du type perturbation de la mémoire, de la dextérité, des fonctions exécutives, de l'humeur, enfin des choses qui sont constitutives du tableau de la dépression. Et puis si on regarde simplement les déprimés, eh bien, on s'aperçoit que chez les déprimés, eh bien, les cytokines pro-inflammatoires et les facteurs de transcription nucléaire et la CRP sont augmentés. Et là-dessus, on a pas mal d'études expérimentales qui vont montrer très précisément les actions. C'est-à-dire, premier type d'action, sous l'effet des cytokines pro-inflammatoires, on a une altération de l'hippocampe. Alors, vous savez qu'on a dit très longtemps que dans le cerveau, les neurones ne se reproduisent pas. C'est grosso modo vrai, sauf dans deux régions, dont une région qui est l'hippocampe, où il y a une recomposition en permanente des réseaux neuronaux, et qui est la zone décisive pour ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements vécus en temps et en lieu. Donc, une zone qui doit en permanence s'adapter, et donc où il y a des remaniements cellulaires en permanence, et chaque fois qu'il y a des remaniements, on a la participation des cytokines, hein, qui ont un rôle très important pour assurer à condition d'avoir un équilibre entre cytokines pro-inflammatoires et cytokines anti-inflammatoires. Et de fait, on va voir des altérations de l'hippocampe qui peuvent être en situation de stress chronique. On a des altérations de l'hippocampe qui peuvent être observables à l'imagerie et qui se traduisent en clinique par le fait que les gens développent des schémas surgénéralisants. Vous les avez en consultation, hein. C'est ces gens qui sont dans des situations de stress chronique et qui tournent en boucle sur des discours qui sont extrêmement rigides, etc. Enfin, très loin de ce qui s'est vraiment très concrètement passé. Vous en avez, vous savez, qui viennent et ils ont des petits carnets où ils ont noté les faits qu'ils veulent vous rapprocher, vous rapporter. Donc, une perturbation de la mémoire, hein, qui constitue un problème, j'en ai traité dans une autre direction, mais constitue un problème assez sensible, parce que plus les gens voient se dégrader leur mémoire épisodique, moins il y a de chances qu'ils soient capables de reprendre un débat constructif sur, au bout du compte, quels sont les enjeux des conflits dans lesquels on est engagé. Voilà. Mais on va voir, sous l'effet des cytokines pro-inflammatoires, des perturbations des ganglions de la base, une baisse de la production de dopamine, une inhibition comportementale. On va avoir aussi une action des cytokines pro-inflammatoires sur le cortex cingulaire antérieur, donc sur ces zones qui jouent sur la vigilance, la douleur, l'anxiété, l'irritabilité. Et puis, dernier point, bien repéré depuis très longtemps, il y a une perturbation du métabolisme du tryptophane qui va produire, en principe, qui devrait produire la sérotonine, avec une déviation de ce métabolisme vers un métabolisme actif, un métabolite toxique, l'acide quinolinique. Donc il y a une baisse de la production de sérotonine et une production de ce métabolite qui est actif. Et donc, il n'y a pas de doute, hein, la dépression, c'est une pathologie inflammatoire. D'ailleurs, les antidépresseurs, le Prozac, etc., ce sont des molécules qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et
les anti-inflammatoires, enfin ceux que vous donneriez pour les rhumatismes, hein, améliorent la situation dans les dépressions qui résistent aux anti-inflammatoires. Donc les TMS, c'est une pathologie inflammatoire, la dépression, c'est une pathologie inflammatoire, l'athérosclérose, c'est une pathologie inflammatoire. C'est archi-acquis, hein, c'est des choses, enfin, on s'est souvent représenté ça sur le mode engorgement, enfin une histoire de tuyaux. Alors c'est effectivement des histoires de tuyaux, mais dont le ressort est le phénomène inflammatoire. Alors, oui, là j'ai écrit les cellules endothéliales réagissent à tous les facteurs de risque cardiovasculaire en produisant des espèces réactives de l'oxygène. Je pourrais en profiter pour dire un des phénomènes qu'on constate quand on se promène comme ça dans la biologie, c'est que l'organisme, à quelque niveau qu'il soit attaqué, développe les mêmes systèmes de réponse. Vous vous coupez, vous allez mobiliser les médiateurs de l'inflammation, les cellules de l'endothélium vasculaire, quand elles sont stressées, par exemple quand il y a des à-coups tensionnels, etc., elles vont mobiliser les mêmes médiateurs. Vous êtes en conflit en conflit prolongé avec votre chef, vous mobilisez les médiateurs d'inflammation. Vous tirez sur un tendon, il y a une sécrétion des médiateurs d'inflammation. À tous les niveaux, l'organisme mobilise finalement les mêmes systèmes biologiques pour faire face. Et donc, les cellules vont produire des espèces réactives de l'oxygène, et ces espèces réactives de l'oxygène, que ce soit les espèces réactives de l'oxygène produites au niveau du vaisseau, ou des espèces réactives de l'oxygène produites parce qu'il y a un état inflammatoire chronique, elles ont un inconvénient majeur là, pour ce qui nous intéresse, c'est qu'elles oxydent les LDL. Hein, c'est l'hypoprotéine de basse densité qu'on vous dose quand vous allez voir votre médecin généraliste. Et ce qui va poser des problèmes en matière d'athérosclérose, ce n'est pas tant les LDL, c'est le fait que les LDL soient oxydés. Parce que les LDL, donc c'est l'hypoprotéine, c'est en gros le véhicule transporteur du cholestérol, qui est une molécule dont les cellules ont besoin, et donc remplit sa fonction. Simplement, quand la LDL est attaquée par un de ces agents oxydants, elle est transformée, et à ce moment-là, elle n'est plus reconnue par les cellules qui doivent capter l'oxygène. Donc le problème, ça va être les LDL oxydés. Ce n'est pas les LDL tout seuls, c'est les LDL qui ont été soumis à un stress oxydant. Ces LDL, oui, enfin, là je vais trop vite, elles vont rentrer dans la paroi vasculaire, pas n'importe où, hein, dans un certain nombre de zones où la circulation se fait de façon particulièrement turbulente et où il y a vraiment des tensions, où les à-coups tensionnels, par exemple liés au stress, vont pouvoir entraîner une augmentation de la perméabilité, et on a une pénétration de ces LDL dans la paroi de l'artère, dans un certain nombre de sites particulièrement exposés. À partir de ce moment-là, ces LDL restent là, hein, le cholestérol de toute façon n'est pas repris par les cellules, et à ce moment-là, il y a un appel, la présence de ces LDL oxydés constitue un appel pour les monocytes et les macrophages qui vont pénétrer dans la paroi vasculaire et qui vont capter les LDL et le cholestérol, et puis qui vont rester là. Ça va déclencher, donc ça va constituer ce qui est tout début de l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt lipidique, et puis il va y avoir une réaction inflammatoire, une infiltration par les cellules inflammatoires qui va constituer la plaque d'athérome, et puis tout ça va être englobé dans une matrice, et les accidents vont survenir quand la matrice elles seront sous l'action des métalloprotéinases de la matrice. Donc le stress, en gros, participe à l'ensemble de ces processus via le stress oxydant et via la mise en circulation et l'augmentation des métalloprotéinases de la matrice. Hein. C'est la substance qui est la plus étudiée
pour ces affaires-là, c'est la CRP, hein, la protéine C réactive, et on sait que la CRP active la production des cytokines et des espèces réactives de l'oxygène par les cellules endothéliales, qu'elle augmente l'adhésion des monocytes, enfin l'adhésion et la pénétration des monocytes dans l'endothélium, qu'elle favorise la capture des LDL oxydés et qu'elle, via la production des métalloprotéinases de la matrice, qu'elle contrôle les phénomènes de rupture. En gros, ces phénomènes inflammatoires sont à l'origine et du développement de la plaque d'athérome et de sa rupture qui va conduire aux accidents. Alors, malheureusement, la mienne, elle n'a pas fait un problème d'athérome, elle a fait une hypertension. Alors, là, j'ai l'hypertension, mais alors c'est un peu plus compliqué l'hypertension. Et alors, si je fais l'hypertension, ça ne va pas faire. Mais en gros, l'hypertension, c'est une maladie, c'est une pathologie inflammatoire. Hein, via la mobilisation, je vais le passer très très vite, hein, la mobilisation d'un autre système, qui est l'autre grand système de stress, hein, sur lequel Cellier avait travaillé au début, et l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, ça va, bon, je vais le passer très vite. Hein, non, en gros, ça va déclencher des phénomènes, là, j'ai sauté une partie parce que sinon je ne vais pas m'en tirer, bon, des phénomènes de vasoconstriction, et puis pareil, hein, enfin, c'est un système de stress, et ça déclenche la sécrétion de cytokines, la production d'espèces réactives de l'oxygène, et puis ces phénomènes qui sont des phénomènes très, très, très embêtants, parce que le système rénine-angiotensine, il est déclenché par le système sympathique. Mais vous avez un feedback positif, le système de rénine-angiotensine augmente l'activité du système sympathique et on se retrouve sur ces systèmes de feedback là où on s'enfonce dans ces processus de réponse aux agressions qu'il faut absolument interrompre un moment. Bon, là, il y a plein d'autres choses, enfin, voilà, enfin, là, tant pis, je ne vous le fais pas, il y a plein d'autres... Disons, en gros, là, mais faites-moi confiance, il y a plein d'autres modalités par lesquelles, alors parce que l'hypertension c'est une pathologie beaucoup plus compliquée qui mobilise un nombre de mécanismes beaucoup plus importants, et alors je vais le laisser parce que voilà, c'est une autre fois, on pourrait faire l'hypertension si vous voulez. Simplement, si je le faisais, vraiment, ça vous mettrait en scène à quel point on a des mécanismes avec des feedbacks positifs qui engagent dans une direction là qu'il faut absolument arrêter. Et donc, l'arrêt, il est présent dans la réaction de stress parce que vous avez le déclenchement là, du système sympathique, hein, la réaction du système sympathique qui est immédiate, et puis décalée. Il y a la mise en œuvre, décalée parce qu'il faut passer par sollicitation des gènes au niveau cellulaire, etc. Vous avez la mobilisation des processus anti-inflammatoires, dont au cœur, enfin massivement, le cortisol. Et donc, ce qui va permettre d'interrompre cette mécanique infernale, là, que j'ai essayé de vous dessiner, c'est la sécrétion de cortisol. Et c'est là qu'on va retrouver les problèmes de souffrance psychique, parce que le cortisol, bon, alors là, en situation de stress, l'activation de l'inflammation par la CRH est contrebalancée par la sécrétion de cortisol, hein, qui est, pour ceux qui ne sont pas médecins, tout le monde sait, le cortisol, c'est un anti-inflammatoire de référence. Et ce qui importe pour ce qui nous intéresse là, c'est que la sécrétion de cortisol est étroitement liée à l'expression de la souffrance psychique. En gros, les premiers chercheurs qui ont travaillé là-dessus disaient que c'est étroitement lié à l'engagement émotionnel. Il y a très 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 longtemps, ça date des années 50-60, qu'un certain nombre de cliniciens américains se sont aperçus qu'il y avait des gens qui étaient en situation de stress. Les premières études étaient chez des patients, chez des parents d'enfants hospitalisés dans des services d'hématocancérologie. Et donc là, stress considérable pour les parents et on suivait les parents et évidemment ils étaient stressés, ils sécrétaient du cortisol, et puis il y en avait qui ne sécrétaient pas de cortisol, et c'était ceux qui déployaient des systèmes de défense à terme de déni, etc. Et en gros qui se maintenaient à distance de leurs émotions.
il y a eu pas mal d'études qui ont montré que oui, il y a des situations des situations stressantes qui amènent à contrôler ces émotions. Ce que vont amener les travaux progressivement, c'est qu'on peut être en situation de stress et avoir une activation du système sympathique sans l'activation du cortisol, et ça chez les gens qui n'expriment pas de souffrance psychique. En gros, quand vous exprimez votre souffrance psychique, quand vous pleurez, ça vous apaise. Ça apaise pas uniquement parce qu'il y a de l'eau qui coule. Ça apaise, y compris parce que vous sécrétez du cortisol et que ça apaise ces mécanismes-là qui faisaient rage dans le corps. Et donc, on a des situations de stress sans élévation du cortisol. Une des plus jolies, enfin, celle-ci, je l'ai déjà présentée à d'autres occasions, c'est, bon, il y a une équipe, une école aux États-Unis qui a beaucoup travaillé dans la très longue durée, enfin, avec des gens qui sont extrêmement prestigieux. Et là, c'est pendant la guerre du Vietnam, ils sont dans la jungle avec une équipe, alors avec leurs éprouvettes et leurs blouses blanches, etc. Mais ils sont au milieu de la guerre et ils sont avec une équipe de bérets verts, là, donc des troupes spéciales. Et puis, ils dosent le cortisol, et puis ils constatent que là, vous avez un groupe, c'est un jour où les services de renseignement prévoient une attaque du Viet Cong ou du Nord-Vietnamien, et ce jour-là, le jour de l'attaque, eh bien, ils s'aperçoivent que la plupart des membres de la section ont des taux de cortisol qui sont moindres que ce qu'ils ont habituellement. C'est-à-dire, on est dans un... Enfin, vous voyez, c'est le stress de guerre, ça n'a rien à voir avec le stress industriel. Enfin, c'est des stress maximum. Il y a des gens qui vont mourir et tout ça, et ils ont des paramètres de stress qui sont plus bas qu'habituellement. Et puis, les seuls qui ont un cortisol élevé, donc une réaction normale, celle qu'on attendrait, c'est l'officier qui commande la section et puis l'opérateur radio, qui sont deux personnes tenues de rester ouvertes à tout ce qui peut se passer. Et on s'aperçoit que les autres déploient toute une activité qui leur permet de contrôler le stress. Et donc, l'activité, ils font tout un tas de choses, de métiers, etc. Ça nous permet de raccrocher tout ça aussi à un autre courant, c'est ce qu'avait introduit De Jour dans les années 80, c'est le fait qu'il y a des situations de stress chronique, par exemple de travail répétitif sous cadence, qui imposent de réprimer ces émotions, ces travaux dans lesquels il n'y a pas d'espace d'expression. Voilà. Il y a des travaux dans lesquels il y a des espaces pour exprimer ce qu'on ressent, il y a des travaux dans lesquels il n'y a pas d'espace, et le fait qu'il y a des populations qui sont marquées par ça. Les psychiatres américains ont un mot pour dire ça, ils utilisent le terme d'alexithymie. Alors pour ceux qui connaissent, en général, ils disent l'alexithymie, c'est la même chose que la personnalité psychosomatique de l'école psychosomatique de Paris. À Paris, on appellerait ça la personnalité psychosomatique. Dans la littérature internationale, et qui est très marquée par les psychiatres américains, ça s'appelle alexithymie. A privatif, lexis, les mots, thymie, l'humeur, le fait d'avoir pas de mots pour exprimer ces émotions. Et ces gens qui ont un trait alexithymique, ce n'est pas une pathologie, c'est un trait qui est plus ou moins accentué dans la population, eh bien, c'est des gens qui n'expriment pas, qui ont du mal, ils vivent les émotions, c'est-à-dire qu'il y a la mobilisation du système sympathique, tout ce qui produit les émotions est présent, et en même temps, alors les Américains qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle, qui n'expliquent pas les termes en termes de conflit, mais plutôt en termes de déficience, disent, voilà, c'est des gens qui n'ont pas appris, qui ont été dans des environnements déficitaires, qui n'ont pas appris à exprimer leurs émotions. De Jour disait différemment, il disait c'est des gens qui ont appris c'est des gens qui ont appris à réprimer leurs émotions, ou c'est des gens qui n'ont pas appris à les exprimer. Et ces gens-là, donc, ils sont exactement dans la situation que je dis, c'est-à-dire qu'en situation de stress, ils mobilisent leur système sympathique et puis le système inflammatoire, et ils ne mobilisent pas, ils ont une faible réactivité du cortisol, donc faible réactivité du versant anti-inflammatoire.
Il y a pas mal d'études épidémiologiques dans le monde. Alors, le gros des études épidémiologiques viennent des pays scandinaves et qui vont montrer que, en gros, ces personnes-là, c'est des personnes. Le terme qui est utilisé dans la littérature en général, c'est adversité sociale, c'est-à-dire les gens qui ont été exposés jeunes à l'adversité sociale, c'est-à-dire famille pauvre, etc. Alors, sociale ou psychique, on va retrouver ça, on le retrouve beaucoup en clinique, aussi chez les gens, pas nécessairement de milieux défavorisés, mais les gens qui, jeunes, enfin oui, ils vont être de fait défavorisés après, ont vécu avec des parents chroniquement malades, sur des maladies très invalidantes. On va retrouver vous voyez, ces jeunes, enfin, vous en verrez, une fois que vous êtes averti, vous en verrez en consultation, ces gens qui, jeunes, disent « j'ai pas eu de jeunesse ». Il a fallu, voilà, ma mère était voilà, dépressive, etc. Et puis, il fallait tenir la famille et tout ça. Et pour ça, il faut prendre sur soi. C'est aussi ce que disent nos patients de famille ouvrière. Quand on les interroge, dans la famille ouvrière, on apprend à prendre sur soi. Voilà. Et donc, dans la littérature internationale, voilà, on vous dit statut peu valorisant, isolement social, conditions défavorisées en France, conditions d'ouvrier ou de chômeur. En gros, des conditions défavorables. Les chiffres qui sont donnés, en général, c'est autour de 10% de la population. Donc, c'est des chiffres qui viennent beaucoup des pays scandinaves. Il y a un certain nombre d'études dans d'autres pays qui montrent des chiffres beaucoup plus importants. Il y a eu des études en France qui montraient des chiffres plus importants. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces 10%, ils sont prioritairement dans certaines catégories sociales. Et donc, dans ces catégories, ça fait beaucoup plus que 10%, très probablement. Donc, c'est des phénomènes. Moi, ces phénomènes, c'est la majorité de ce que je vois en consultation de pathologie professionnelle. Et le fait, alors ça c'est acquis, je ne peux pas déployer les études qui l'ont montré, mais il y a une transmission intergénérationnelle. Un des points où ça a été beaucoup travaillé, c'est les gens qui revenaient des camps de concentration. Vous savez tous ça. Ces gens qui sont revenus et qui se sont tus pendant très longtemps. Et puis parfois, comme Primo Levi, ils ont écrit et puis ils se sont suicidés après, enfin quand même. Mais une difficulté à exprimer, et chez les enfants des rescapés de la Shoah, ça a été beaucoup étudié aussi, il y a une transmission intergénérationnelle de la difficulté à exprimer ses émotions. Et donc ça, on sait que c'est fragilisant. C'est fragilisant. Et ça se traduit en particulier par le fait qu'il y a une faible réactivité du cortisol. Alors oui, ça a une importance en épidémiologie. Là, je prends une étude, une cohorte qui a été suivie par des Écossais, et il faudrait raconter tout, mais j'ai juste extrait un point. Voilà, ils regardent selon, en gros, des caractéristiques qui permettent de définir grosso modo à l'âge les statuts sociaux, et puis comment les gens expriment leur souffrance. Et vous voyez que si on prend les gens dont le père était manuel, peut-être qu'ils sont devenus polytechniciens, mais enfin, il y a plus de chances qu'ils soient travailleurs manuels. Eh bien, quand on leur demande d'exprimer leur stress au travail, ils expriment moins de stress que les autres, alors même que, je ne vais pas ouvrir la boîte du stress, mais on sait que c'est eux les cibles prioritaires du stress. Le job strain de Karasek, ça visait ces gens-là. On peut l'aborder d'une autre façon. Il regarde ceux qui ont eu des études courtes et puis ceux qui ont eu des études longues. Il n'y a pas de doute, ceux qui ont eu des études courtes, alors là, je suis sûr, ils ne sont pas polytechniciens. Enfin, ça ne les empêche pas d'avoir eu des carrières très, très, très intéressantes, mais alors c'est une toute petite minorité, et en général, ils ont des travaux qui sont des travaux considérés comme les cibles du stress professionnel, et en fait, ils annoncent moins de stress que ceux qui sont dans des situations plus favorisées. On peut les interroger sur leur travail. Ceux qui viennent de milieux donc plutôt défavorisés, eh bien, annoncent des taux de satisfaction vis-à-vis de leur travail beaucoup plus élevés que les autres. Et puis, ceux qui ont eu des études courtes annoncent une satisfaction sur leur travail beaucoup plus importante. Et en gros, il y a un biais, Les gens qui ont été exposés dans la durée à des difficultés,
eh bien, n'expriment pas du tout leur souffrance de la même façon que les autres. Et ça, c'est ignoré totalement. Et pourtant, Karasek-Théorel, quand même, sérieusement, au niveau international, s'il y a un bouquin sur les risques psychosociaux qui est une Bible, c'est celui-là. Hein. C'était sur toute la planète. Et 90, il disait, hein, un problème méthodologique important, un problème important du dédit, de l'alexithymie, des faibles niveaux de maîtrise, c'est que les personnes qui présentent ces tendances peuvent décrire leur travail d'une façon biaisée, parce qu'il ne leur est pas facile d'exprimer, de se plaindre, d'exprimer leurs problèmes émotionnels, ils peuvent n'être pas capables d'analyser et de décrire les conditions psychosociales de leur milieu de travail. L'inhibition de l'expression émotionnelle peut être, et pourtant, l'inhibition de l'expression émotionnelle peut être associée à une augmentation du risque des pathologies du stress. Ça, c'est écrit en 90 dans un truc qui est une Bible, etc. Prise en compte, nulle. Hein. Enfin, l'épidémiologie s'est développée alors, sans aucune prise en considération de ces affaires-là, dont j'essaye de montrer qui reposent sur des affaires très sérieuses. Ces gens-là dont je parle, Théorel l'avait dit il y a très très longtemps, c'est des gens qui sont appréciés par les employeurs, ces gens qui ne se prennent pas, ces gens qui ne se plaignent pas, qui ne s'arrêtent pas, qui sont embêtés quand le médecin les arrête parce que les autres, enfin, etc., et je ne fais pas mon boulot. Mais c'est aussi des gens qui ont plus de chances d'avoir des problèmes parce que le fait d'être coupé de ses propres émotions perturbe profondément la relation. Ça perturbe la relation parce que si je suis coupé de mes émotions, quand je vais m'exprimer, et vous en avez en consultation comme ça, eh bien ce que je dis, ça sonne bizarrement, quoi. Parce que habituellement, le discours, il est habité par l'émotion. Et là, vous avez des gens, et ça donne l'impression d'être des discours qui sonnent faux, qui sont stratégiques, etc., parce que c'est pas habité. Et puis, ces gens, à partir du moment où je suis coupé de mes émotions, j'ai perdu le dispositif fondamental qui me permet de comprendre les émotions d'autrui, puisque je ne comprends les émotions d'autrui qu'à travers la résonance émotionnelle que ça suscite chez moi. Si je suis coupé de mes émotions, j'ai plus de mal à comprendre autrui. Et donc, on sait, il y a des études, ces gens-là, c'est des gens qui bénéficient moins du soutien social, c'est des gens qui sont moins bien compris par les cliniciens. Il y a eu des études aux États-Unis, très très jolies, hein, où on montre que les mêmes, avec le même type de lésion, hein, c'est sur des lombalgies, eh bien, leur probabilité d'être reconnus dans le système, hein, de prise en charge est moindre que ceux qui ont une expression beaucoup plus libre de leurs émotions. Donc moins bien reconnu en cas de pathologie professionnelle. Et donc, on se retrouve dans des gens qui sont là vraiment la cible de ces processus, puisqu'ils vont déclencher ces processus inflammatoires sans bénéficier de l'effet anti-inflammatoire. Il y a aussi le fait que le cortisol a un effet antalgique et pas qu'anti-inflammatoire. Et c'est des gens, on le sait, hein, il y a des études, y compris sur les potentiels évoqués, qui montrent qu'ils ont un seuil de la douleur qui est plus bas. Ils ont mal pour des niveaux des niveaux moindres de sollicitation, parce qu'ils ne bénéficient pas de l'effet anti-inflammatoire du cortisol. Et donc, voilà. Alors, oui, c'est ça. Des anomalies qui seraient passées inaperçues, donc peuvent se manifester. Ça, c'est un scénario hyper fréquent. Et puis, il y a un autre scénario, c'est le scénario des gens qui ont eu une enfance tout à fait suffisamment correcte, qui se sont développés, etc., comme on va en voir plein aussi, hein, et puis qui ont un poste plutôt bien, et puis qui vont tomber dans les difficultés qu'on pourrait raconter, hein, qui sont liées qui peuvent vous tomber du jour au lendemain, hein, qui sont liés à tout un tas de phénomènes de transformation du travail, et qui, eux, se retrouvent en situation de stress chronique. Alors, eux expriment de façon très, très, très abondante leur souffrance psychique, et ils sécrètent du cortisol, et ça les protège. Le problème, c'est que ça ne les protège qu'un temps. Parce que, comme on est dans une situation de stress chronique, ça continue quand même toujours, et les cytokines pro-inflammatoires vont agir sur les récepteurs cellulaires du cortisol. Et à un moment, le cortisol perd son efficacité, et c'est des gens qui vont décompenser,
et qui décompensent alors sur une forme qui est différente, c'est-à-dire ils vont faire la dépression classique avec une très forte expression de souffrance morale, et c'est ce que vont vous raconter les psychiatres. Donc c'est des pathologies inflammatoires à cortisol élevé, mais parce que le cortisol a perdu son efficacité. En gros, il y a les différents systèmes cellulaires qui ont déconnecté leur récepteur du cortisol, et c'est ce que vont montrer les psychiatres. Par exemple, on va faire les tests à la dexaméthasone chez les déprimés. Donc, dexaméthasone, ça devrait baisser le taux de cortisol, hein, puisque feedback, et ça ne le baisse pas, parce que les récepteurs cellulaires au cortisol ne fonctionnent plus. Et, voilà. Et donc, vous avez deux grandes façons de tomber dans les pathologies du stress. Vous avez la façon des gens qui ont été chroniquement dans les difficultés et qui, eux, sont directement exposés, alors d'autant qu'ils ont plus de chances d'être dans des emplois qui posent problème, et puis ils ont plus de chances d'avoir des difficultés relationnelles. Et puis, vous avez une autre façon, alors celle-ci est très silencieuse, hein, c'est des gens qui ne vont pas, quand ils dépriment par exemple, ils vont présenter des dépressions très particulières, où ce qui est mis en avant, c'est tout un tas de phénomènes physiques, hein, etc. Il va falloir aller chercher la dépression. Et puis vous avez les autres, eux, qui vont plutôt déclencher des phénomènes très bruyants, mais en fait qui vont développer aussi les pathologies du stress parce qu'ils sont protégés par le cortisol pendant un moment et que c'est une protection qui va s'épuiser. Je retourne sur ma patiente. Elle est typique de ce genre de truc. Mais nous, dans ma région, on a beaucoup travaillé sur ces affaires-là. Moi, 75% des gens que je vois en consultation de pathologie professionnelle, si on creuse, c'est des tableaux de ce type-là, hein, quand même. Et donc, elle, voilà, alors c'est typique, hein, fratrie de 5, père chauffeur, mère aide-soignante, enfin, on en voit plein comme ça. Donc, une situation difficile, une culture de valorisation de l'effort, du courage. C'est des gens enfin, c'est ce qu'on va trouver de très parfois impressionnant dans les catégories populaires, quoi, en termes de valeur du travail, etc. Ce n'est pas systématiquement un héritage de ce type-là, mais on en voit beaucoup qui sont héritiers de ces affaires-là. Hein. Voilà, la culture ouvrière, c'est-à-dire capacité à tenir sur les choses difficiles, à ne pas prendre sur soi, à ne pas se plaindre, à faire face. Et c'est pour ça qu'elle est très appréciée. C'est pour ça qu'on va la coller dans cette expérimentation, qui est une expérimentation qui demanderait des compétences relationnelles en plus particulières. C'est-à-dire que, justement, on choisit quelqu'un sur lequel on peut vraiment s'appuyer, et c'est typiquement le type de profil qui va beaucoup mieux pour caissière que pour se coller les conflits au truc. Et elle le dit, enfin, quand on travaille, elle dit, voilà, moi j'ai absorbé, souvent les femmes disent ça, hein, j'ai absorbé comme une éponge, je prends sur moi, etc. Enfin, voilà. De la même façon, elle ne supportait pas quand on l'arrête. Et puis, ce qu'elle met en avant, c'est son angine. Hein. Il faut qu'elle ait une angine pour aller voir le médecin, sinon elle n'y va pas. Et puis, évidemment, la psychothérapie, il n'en était pas question. Et c'est ce qui va conduire à ce qu'on a une histoire qui est focalisée entièrement sur les manifestations ostéo-articulaires. Ça va être traité comme ça, on va faire venir un ergonome qui va reprendre le poste. Tant mieux, il y avait vraiment besoin de reprendre le poste et il y avait vraiment des problèmes ostéo-articulaires, mais incompréhension totale de la hiérarchie qui dit on a fait des efforts, on a mis du paquet. Alors après, ils ont fait des trucs très bien, hein, mais enfin, et comment ça se fait que ça marche pas? Et incompréhension de la patiente elle-même. En gros, elle me dit en consultation, mais docteur, est-ce que je psychote? Alors j'ai expliqué que non, c'était probablement qu'elle ne psychotait pas assez. Et assez vite, les gens comprennent hein, que ce qui n'exprime pas, ça se manifeste dans le corps. Enfin, le conflit se manifeste dans le corps, et on peut, comme ça, petit à petit, l'idée qu'il y aurait des formes de psychothérapie etc. Et l'incompréhension des médecins. Le médecin conseil dans cette affaire-là, il dit ça suffit les bêtises. Il coupe les indemnités journalières. Le médecin traitant, le médecin du travail, le rhumato, ils sont tous convaincus qu'elle ne peut pas reprendre le travail. Et donc, ils l'opèrent pour sortir d'une situation sans issue. Hein, parce que pendant un mois, elle n'a plus d'indemnité journalière. Hein, le type, et voilà. Et ça, c'est lié au fait que personne ne comprend et que, effectivement, ces gens se présentent d'une façon qui ne facilite pas la compréhension. Alors, évidemment, on aurait beaucoup de temps, je vous ferai
la question des troubles du sommeil et la question des troubles du sommeil et inflammation, la question des excès alimentaires et l'inflammation, la question du syndrome métabolique, qui est une question très importante dans les mécanismes d'inflammation, etc. C'est juste, j'ai soulevé la moquette, mais si vous continuez, inflammation partout. Et donc, on se retrouve là à rencontrer finalement une des alertes majeures dans la littérature internationale. C'est que ce qui est apparu dans la dernière décennie, c'est que toutes les pathologies chroniques, c'est des pathologies inflammatoires. Et voilà, dans Science, il y a un numéro qui reprend, en fait, les articles visent à dire ce qui a été vraiment majeur dans la dernière décennie. Je vous ai sorti une citation. Dans la dernière décennie, il est devenu accepté d'une façon générale que l'inflammation, excusez la traduction, que l'inflammation, au bout du compte, c'est la force motrice, la force directrice qui est cachée derrière l'ensemble des pathologies qui tueront la plupart d'entre nous. Voilà. La question de l'inflammation. Et donc, pas que les pathologies classiquement attribuées au stress, c'est-à-dire les TMS, enfin, les pathologies cardiovasculaires, la dépression, les TMS, mais les grosses alertes aujourd'hui sur les pathologies dégénératives du système nerveux, l'Alzheimer, l'athérosclérose, mais sur les pathologies auto-immunes, etc. Enfin, voilà, gros. Et là-dedans, il y a la question de l'inflammation et puis il y a la question du stress oxydant qui est vraiment mérite d'être qu'on s'y arrête un instant. Le stress oxydant, alors les espèces réactives de l'oxygène, c'est un système de signalisation. C'est pas que du stress. C'est un système de signalisation interne aux cellules qui est très important. Mais dès que la quantité d'espèces réactives de l'oxygène dépasse un certain niveau, ça réalise un stress oxydant et on va avoir une oxydation des lipides et à ce moment-là, la production de molécules toxiques avec un gros inconvénient, c'est que comme ça se passe en grande partie dans la mitochondrie, il y a oxydation de lipides qui vont dégrader la chaîne respiratoire, et plus la chaîne respiratoire est dégradée, plus elle crache des espèces réactives de l'oxygène. Donc on retrouve encore alors un des moyens de sauvetage de la cellule, c'est l'apoptose. C'est-à-dire à un moment, la cellule se suicide. Voilà. Ce qui permet d'interrompre le système. C'est ce qui va faire dire à un certain nombre d'auteurs, ce qu'on observe dans l'Alzheimer, c'est probablement en lien avec des phénomènes de stress chronique, pas très grande intensité, qui ne sont pas traduits par des phénomènes d'apoptose, mais qui sont traduits par des phénomènes de glycation des protéines et de perturbation de l'ensemble de ces substances qu'on va retrouver. On a une oxydation des protéines sous l'effet des espèces réactives de l'oxygène, et donc alerte sur le fait qu'on va avoir des phénomènes allergiques et des pathologies auto-immunes, et puis énorme alerte sur le fait qu'on a des effets sur le génome, et donc très grosse littérature sur stress oxydant et cancer. Mais pour ce qui nous intéresse du côté de la pathologie professionnelle, c'est qu'il y a un lien étroit aussi avec les problèmes de toxicologie. Parce que à peu près toutes les atteintes toxiques vont se traduire par du stress oxydant. On va retrouver le stress oxydant, l'amiante, la fibre d'amiante, elle est toxique par l'intermédiaire, de processus inflammatoires au sein des systèmes d'épuration, mais aussi directement par des effets catalytiques de stress oxydant. C'est là-dessus que travaillait Pesra, qui a beaucoup travaillé, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est celui qui a porté la question de l'amiante. Il travaillait à Jussieu dans un laboratoire de chimie des solides et il travaillait sur les effets catalytiques des ions fer sur la fibre d'amiante comme phénomène déclenchant les processus d'oxydation, etc. La silice, pareil. La silice, c'est actif par des phénomènes inflammatoires, etc. C'est ce qui fait qu'associé à la silicose, on va retrouver la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, que certains parlent du lupus érythrématoïde disséminé, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas simplement il y a de la silice dans les alvéoles, il y a des processus inflammatoires qui ont des effets à distance. Mais on va retrouver ça dans la toxicologie des métaux, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de métaux qui ont directement un effet oxydant et qui
sont toxiques par le fait qu'ils déclenchent la production d'espèces réactives de l'oxygène, et puis vous en avez d'autres qui sont toxiques parce qu'ils se lient au système qui permet de tamponner les espèces réactives de l'oxygène, c'est-à-dire les dispositifs. Ah oui, alors oui, donc il faut que j'accélère. Les dispositifs il y a des dispositifs. Ouais, alors je vais passer une diapo synthétique. Dans la cellule, il y a des dispositifs qui permettent de tamponner ce potentiel d'oxydation. C'est des molécules qui ont des ions SH, dont le glutathion, et vous avez un certain nombre de métaux qui sont toxiques justement du fait de leur capacité à se lier avec ces molécules qui ont des radicaux SH et donc à paralyser finalement les systèmes de lutte contre pareil avec contre l'oxydation. Pareil avec les molécules organiques, hein, pour ceux qui connaissent les cytochromes P450, les monooxygénases à cytochrome P450 qui permettent de métaboliser les produits, les xénobiotiques, eh bien ça produit aussi des espèces de réactifs de l'oxygène, etc. Bon, en gros, voilà, on va pouvoir s'en tenir là. Vous vous blessez, mobilisation des systèmes de l'inflammation, stress oxydant. Vous dormez mal, vous buvez, faites des excès alimentaires, vous fumez, mobilisation des systèmes de l'inflammation et du stress oxydant. Vous êtes exposé au rayonnement ionisant, ionisation de l'eau, stress oxydant. Le rayonnement ionisant, ça joue par le fait que ça produit des espèces réactives de l'oxygène. Hein. Les UV, c'est pareil. Les particules, l'amiante, la silice, les échappements de diesel, la pollution, les nanotubes de carbone, c'est pareil. Hein. C'est ce qui fait que sur les nanoparticules, ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le poids, c'est la surface. Hein. Et plus c'est finement découpé, plus la surface est grande et plus les possibilités catalytiques, etc. sont importantes. Les métaux, les molécules organiques et, au bout du compte, le stress psychosocial. Et en gros, à peu près toutes les agressions suscitent la production d'espèces réactives de l'oxygène. La différence avec les autres, c'est que tout ce qui est dans la liste, là, ça a des cibles particulières. La silice, ça a certaines cibles, quand vous coupez certaines cibles, etc. Le stress psychosocial, il n'a pas de cible particulière. Il réalise simplement un état inflammatoire dit de bas grade, qui est un état d'arrière-fond. Et dans ce sens-là, il est capable de potentialiser toutes les autres agressions. Et donc, le stress oxydant, là, en gros, c'est une espèce de charnière qui fait le lien entre l'ensemble des agressions et finalement l'ensemble des phénomènes chroniques, les pathologies chroniques, les pathologies auto-immunes, les cancers, le vieillissement. Et je pourrais m'en tenir là, alors j'avais d'autres trucs, mais non, oui. Voilà. Après, j'avais simplement, je peux raconter ce qu'il y avait en une minute, hein. J'avais juste le fait qu'on n'a pas d'études sur les interactions et que la seule que j'ai réussi à trouver, c'était sur cet animal-là, où on va montrer que si on l'expose au glyphosate, ça va, dans les taux habituels, enfin normaux. Si on l'expose à un prédateur, ça va à peu près, mais s'il y a le glyphosate et le prédateur, il va déclencher un stress oxydant. Et donc, des études de l'interaction entre voyez, le stress et puis, par exemple, des agressions toxiques, etc., pour en trouver, il faut aller chercher chez des scientifiques qui travaillent sur des affaires très loin. Voilà. Il y a une sous-estimation absolument considérable des interactions, voilà, qui est liée au fait que c'était au bout du compte ma cible, qu'il y a un cloisonnement tout à fait excessif des disciplines et que dans le domaine de la santé au travail, les gens ne suivent pas les évolutions de la biologie et que c'est très dommageable et que ça nous affaiblit considérablement. Voilà. Voilà.
Donc merci de nous renforcer sur cette question de la biologie. Et pour compléter ce renforcement, nous sommes ouverts aux questions. Il faut en profiter. C'est vrai que par le passé, on n'avait pas l'habitude d'aborder cette question-là, mais elle est très importante. Yves ? Pour lancer la discussion, de plus en plus de modes d'organisation du travail cherchent à mobiliser les émotions. Est-ce que le fait que l'implication dans le travail ou la mobilisation des émotions plus forte qu'auparavant ne pourrait pas déstabiliser les patients, les travailleurs alexithymiques ou toute une catégorie? Parce qu'on observe ça en clinique, des gens qui ont du mal à ce que tu décrivais, c'est-à-dire qui sont très bien insérés, puis tout d'un coup on décompense une pathologie parfois psychiatrique lourde, alors que pendant des années et des années, ils étaient parfaitement adaptés à leur poste de travail. Bon, en gros, ce que tu décris, c'est qu'il y a une complexité croissante de l'activité et avec des contenus relationnels beaucoup plus importants. C'est ça qui sollicite la sensibilité, etc. Et clairement, les gens qui ont vécu, qui ont été confrontés dans la longue durée à l'adversité, ils sont moins bien équipés pour... ils tiennent souvent sur des systèmes de valeurs très... Enfin, ils peuvent devenir délinquants, hein, mais souvent, ils tiennent sur des systèmes de valeurs très solides, mais très rigides. Et donc, ils vont bien pour certains types de travaux, mais dès qu'il faut scoller les conflits, dès qu'il faut faire preuve de souplesse dans les conflits, ils ne sont pas équipés. Parce que pour faire preuve de souplesse, il faut avoir eu une vie suffisamment qui autorisait la souplesse. Et donc, bien sûr, c'est ça qui fait qu'en consultation, moi j'ai une consultation qui est une consultation souffrance au travail. Hein. Mais une fois qu'on a commencé à fouiller ces affaires-là, on s'est aperçu que, certes, ils avaient été dans des situations qui sont authentiquement problématiques en matière de stress, etc., qui se ferait mal à tout le monde, mais après, il y en a qui sont mieux équipés et qui vont tenir plus longtemps. Ils peuvent tomber au bout, hein, quand même. Et puis, il y en a qui sont moins bien équipés. Et puis, c'est pas qu'un équipement biologique, ils sont moins bien équipés pour négocier et tout ça, oui. Mais dans le domaine de la psychologie, il y a des techniques thérapeutiques pour aider les gens à nommer leurs émotions, à nommer les émotions, à reconnaître les émotions chez autrui, redonner, ou les techniques de présence au corps, etc. Il y a tout un tas de techniques. C'est des gens qui, classiquement, qui ne relèvent pas de la psychanalyse, hein, par définition, hein, vu leurs difficultés. Tu évoques là le développement dans l'enfance des compétences psychosociales. Oui. Oui. Si on n'en parle pas, on est forcément alexithymique, psychosomatique, et ça va sortir d'une autre manière. Maintenant, le rôle de la parentalité, le rôle éducatif, effectivement, c'est important, souvent dans le développement. Oui. Alors, elle disait, tu introduisais... Oui, c'est le développement psychosocial, elle disait, et le rôle de la parentalité. Alors, peut-être certains d'entre vous ne connaissaient pas Dejour, mais un des points qui a vraiment été souligné par Dejour, c'est que, par exemple, sur le travail répétitif sous cadence, il n'y a pas de problème. On ne peut pas travailler dans la longue durée sur des postes de travail répétitif sous cadence. Vous voyez, vous êtes ouvrière dans une usine, vous emballez des quenelles 8 heures par jour, 7 jours par semaine, à longueur de jours, de mois et d'années, à 4 degrés. Pour tenir, il faut réprimer ses propres espérances, subjectivité. Il faut contenir sa subjectivité. Et ce qui a été bien montré, c'est que quand les gens arrivent à développer ce qu'il faut pour tenir, ils transportent ça à la maison. Et donc, il y a un effet sur les enfants des situations très dégradées que vivent les parents.
Parce qu'à partir du moment où je suis obligé de lutter contre ma propre subjectivité, parce que si je laisse exprimer ma subjectivité, je ne fais que souffrir là. Voilà. Si je réprime ma subjectivité, je peux tenir. Quand je rentre, ça n'existe pas de dire je vis en contrôlant ma subjectivité au travail, et puis après, je rentre chez moi, j'ouvre mon étui à violoncelle, et puis je joue les suites de Bach, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, donc pour avoir un truc à peu près équilibré. Non, les changements de régime sont très très coûteux d'une façon générale, et le mieux, c'est de ne pas trop s'éloigner du régime de fonctionnement qui permet de tenir au travail. Et donc, on va voir les régimes de fonctionnement qui permettent de tenir au travail sont transmis aux enfants. C'est pour ça que les enfants de familles ouvrières nous disent, voilà, dans ma famille, on apprend à ne pas se plaindre, parce que dans une famille en difficulté, si tout le monde commence à se plaindre, c'est foutu, on part en vrille. Et donc, on tient, et puis voilà, alors quand c'est les enfants de parents malades, c'est la sœur qui tient lieu de mère à toute la fratrie, etc. Et ça fait des personnalités qui sont fragilisées, parce que même y compris au point de vue biologique, il y a des choses qu'ils n'ont pas, et puis en matière, c'est très fragilisant d'avoir une expérience lourde de contrôle de ses émotions. Et ce que tu disais qu'ils n'entendaient pas, là j'ai parlé d'un certain type de profil, mais c'est vrai que tout ce qui est du côté des addictions, là on peut aller vers tout ce qui est borderline, et puis la psychopathie, il y a tout un tas, il y a des gens qui ont vécu ces expériences dans des familles qui étaient très structurées. L'exemple type, c'est famille, père maçon portugais, etc. Voilà, les enfants, la mère les a toujours maintenus impeccables et tout. Voilà, et ils sont particulièrement comme ça. Puis il y en a où la famille n'était pas structurante. Alors là, ça donne d'autres tableaux. En gros, dans les pathologies qu'on voit là au travail aujourd'hui, il y a des choses qui sont liées au conflit, là, aux problèmes très réels, mais qui sont liées aussi à des phénomènes de fragilisation sociale dans lesquels, parfois, c'est les conditions de travail des parents qui sont à l'œuvre, là. Bien. Oui, Quentin, je suis interne de médecine du travail. J'ai pas une question, je suis pas sûr qu'elle soit très intelligente, mais je la pose quand même, tant pis. C'est une double question. En fait, après avoir vu votre présentation, j'ai quand même toujours un tout petit peu de mal à faire le lien entre le travail, d'une part, et puis le stress et les radicaux libres oxygénés de l'autre, parce que moi j'avais une notion que vous-même vous aviez développée dans certains de vos travaux, que le stress était une notion assez générale, un peu fourre-tout, qui a des sens qui peuvent être très différents entre les consensus sociaux, épidémiologiques, biologiques. Mais après, j'ai fini par me dire que c'est peut-être l'analyse fine de la situation de travail qui va renvoyer à des situations de souffrance qui, au coup par coup, peuvent rentrer dans ce que vous appelez le stress psychosocial. Ça m'a amené à me poser une deuxième question. Autant je comprends assez facilement que quand on se coupe ou quand on est sur un tendon, on va activer les cellules, ça va produire des radicaux libres oxygénés. Mais autant dans des situations de souffrance psychique, là, ça me paraît plus difficile à comprendre, parce que entre ce qui va se passer dans la situation de travail et la production cellulaire, il y a le psychisme qui va faire quelque chose. Il y a probablement une métabolisation psychique de la situation de travail qui va aboutir peut-être à cette situation biologique. Alors ma question c'est, est-ce qu'on a des éléments qui permettent de concrétiser ou d'asseoir cette idée, lien entre ce qui se passe au travail, le psychisme et toute la cascade biologique que vous venez de décrire? Bon, alors le problème c'est de faire une réponse intelligente. Bon. Il y a quand même deux problèmes complètement différents. Alors oui, la première question, ça va avoir avec l'utilisation de la notion de stress. Alors c'est vrai qu'on pourrait trouver un certain nombre de textes où je querelle cette notion, parce que, en gros, le stress tel qu'on le rencontre dans les milieux de travail, c'est de la littérature de gare. Voilà. Et
c'est pas une notion, voilà, le stress, cette notion qui est utilisée, c'est pas une notion très intéressante. Mais ça n'a rien à voir avec le stress comme concept scientifique dans la littérature. Alors là, oui, il y a des choses, voilà, ça s'appelle stress, et il y a des choses très solides, très, très, très importantes. Voilà, donc, il y a une espèce de stress, terme bateau, valise, qui est utilisé partout, etc., qui est peu intéressant. En revanche, il y a une notion scientifique, en particulier dans le domaine de la biologie, dans une discipline dont le développement est extrêmement impressionnant, hein, c'est-à-dire d'année en année, il y a des choses qui se développent, et là, c'est incontournable, on ne peut pas. Et bon, c'est ça le stress. Voilà. Alors après, tu disais, alors déjà le lien entre le fait qu'il y ait de la souffrance et que c'est le cas des cytokines, et puis le truc. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que j'ai décrit, les pathologies, ça suppose deux choses. Ça suppose, la favorisation des pathologies, un état inflammatoire de bas grade, c'est là. Ça ne fait pas une pathologie. Parce que pour que se développe un processus inflammatoire, il faut qu'il y ait un point d'accroche. Et donc, dans le cas de l'athérosclérose, c'est que par la même occasion, du fait des variations tensionnelles, il y a des perturbations, etc. Voilà. Ou dans les TMS, le TMS, c'est le meilleur truc, quoi. Il y a l'état inflammatoire de bas grade lié au fait que je suis sur un travail répétitif, qui est une situation de stress, et puis je tire sur mes tendons, et donc j'ai un point de... Voilà, la plupart du temps, une pathologie qui est bien repérée pour ça, c'est la sclérose latérale amyotrophique, où il y a une dimension génétique, et puis il y a des effets, favorisation du développement de la maladie par les phénomènes inflammatoires, dont le stress. Donc, la médiation, à l'intérieur, c'est pas très compliqué. Voilà. En gros, tu as un état inflammatoire qui est susceptible de favoriser toute pathologie inflammatoire, qui ne soit pas nécessairement des pathologies déclenchées par le stress. Encore que dans la dépression, c'est le stress et ses effets sur le système nerveux. Il y a un des points aussi sur lesquels il y a beaucoup d'alertes, c'est que tout ce qui est dans la tête, c'est une cible particulière parce que l'explication qui est donnée en général en biologie, c'est 20% du métabolisme pour le cerveau, ce qui est colossal par rapport à la masse, donc consommation d'oxygène très considérable, donc les mitochondries, tout ça, ça fonctionne très fort, et donc le cerveau, c'est une zone particulièrement sensible au stress oxydant. Après, il y a le fait que tout ça, c'est quelqu'un qui est dans une situation de souffrance chronique, hein, quelle que soit l'origine. Enfin, tu comprends qu'il y a des gens qui sont dans une situation de souffrance chronique. Voilà. On a simplement dit, après, c'est tout un problème de durée, c'est aussi une des difficultés en épidémiologie. Et ce n'est pas la même durée c'est pas la même question de durée selon l'histoire qu'on a vécue. Après, la question que tu poses, c'est la question de métabolisme psychique. D'un certain point de vue, on a commencé à l'aborder, juste de façon très rustique. On a dit, il y en a qui sont plus ou moins bien équipés pour, avec élégance, talent, et transformer une situation qui est une situation très tendue, en une situation où même ça se déploie bien. C'est ce qu'on va voir dans les milieux de travail. La même situation. Il y en a qui tombent, il y en a, grosso modo, ils tirent leur épingle du jeu, il y en a, ils s'en débrouillent très bien, avec talent. On vient de terminer avec Danielou une recherche sur les inspecteurs du travail. Voilà, il y a des inspecteurs du travail qui tombent. Il y en a qui même ils tombent par la fenêtre de la direction générale du travail, donc qui se suicident. Il y en a qui font le truc, et puis il y en a qui développent des trucs avec un talent très, très considérable. Et c'est du métabolisme psychique, mais c'est aussi, c'est pas simplement psychique, hein, c'est tout un tas, c'est des compétences sociales, c'est comment on est soutenu, comment on partage l'expérience, comment on se nourrit les uns des autres. Mais de fait, dès que tu as une situation critique, tu vas voir, il y en a qui vont tomber. Et après, c'est comme dans n'importe quel chapitre de pathologie professionnelle. Hein. Les pathologies professionnelles, elles tapent d'abord sur des gens qui sont plus sensibles que d'autres.
Enfin, c'est pareil avec l'allergie, etc. Enfin, tout le monde est exposé au benzène, tout le monde ne fait pas une leucémie. Tu vois, donc il y a des phénomènes de sensibilité qui sont, que j'ai essayé de dessiner là à l'interface entre psychosocial et biologique. En tout cas, puis après, là on est dans la généralité, mais quand on va aller voir les cas individuellement, alors ça va prendre une couleur tout à fait autre. très bien. Mais écoutez, pour ne pas rentrer dans une situation critique, nous allons clore cette soirée, puisque nous avons l'habitude de la clore vers 20h, avec cette fois-ci un petit protocole qu'on voudrait vous mettre en place, c'est-à-dire de vous remettre un cadeau pour vous remercier de votre intervention. Moi ? Oui, merci beaucoup. On peut vous applaudir d'ailleurs. Merci. C'est la bise alors. Et c'est Natacha Fouché qui vous remet ce cadeau. Merci. Voilà. C'est tout à fait abusif. Elle a pris beaucoup de précautions pour le choisir et c'est un cadeau qui reflète la production de notre département, en tout cas. Alors la prochaine fois, parce que j'en oubliais, la prochaine fois nous poursuivrons notre débat avec François Danielou, justement. Et il propose d'intervenir sur l'activité des dirigeants. Voilà. Oui. Il propose d'intervenir le 24 octobre sur l'activité de travail des dirigeants. Ça va être son angle d'approche. Et puis le 6 juin 2013, vous avez une journée anniversaire du réseau TMS que nous avons organisée et qui fera le point sur l'apport et l'intérêt pour la prévention donc, de ce réseau TMS qui a maintenant 10 ans. Donc nous vous invitons à venir nous rejoindre. Bonne soirée. Bonjour. Inflammation de Bagrade, oui. Oui, parce que cette inflammation de Bagrade, c'est pas